Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce lundi 18 janvier. Voici les titres. Situation toujours catastrophique à Haïti, même si l'aide internationale commence à s'organiser. 70 000 cadavres ont déjà été enterrés, l'une des urgences étant d'éviter les épidémies. Le Parti socialiste, déjà engagé dans la campagne des régionales, annonce une offensive tous azimuts contre la réforme des collectivités territoriales, qualifiée de triple régression par Laurent Fabius. Nicolas Sarkozy à Mayotte, première étape d'un déplacement dans l'océan Indien qui le mènera à la Réunion. Le chef de l'État rappelle aux Mahorais l'obligation désormais de respecter la loi, alors que leur île va devenir le 101e département français. L'Union européenne, qui envisage de donner une partie de ses excédents agricoles, dégage aujourd'hui une enveloppe de près d'un demi-milliard d'euros pour Haïti. Sur place, l'accès aux abris d'urgence, à l'eau potable, aux vivres reste encore très limité. On fait le point avec Saveria Rojek. Près d'une semaine après le séisme, l'aide se met difficilement en place. En témoignent ces mouvements de foule lors d'une distribution de nourriture par hélicoptère. Les gens se battent, certains tombent, ils sont piétinés. Ils devraient plutôt nous donner la nourriture directement. C'est pas possible, jamais c'est pas possible. C'est comme si on est de la jungle. On n'est pas de la jungle, tout simplement, on n'est pas des bêtes, mais des humains. C'est pas possible de continuer comme ça, jamais. Face à une population aux abois, le gouvernement haïtien a décrété l'état d'urgence. Jour après jour, le bilan s'alourdit. 70 000 cadavres ont été enterrés dans des fosses communes. Face à ce désastre, l'aide s'organise tant bien que mal. 280 centres d'accueil d'une capacité de 500 personnes chacun devraient ouvrir pour les sinistrés. Mais l'urgence est désormais d'éviter une catastrophe sanitaire. Sans accès à l'eau potable, les risques d'épidémie augmentent. La grosse crainte de tout le monde, de tous les humanitaires, également des Nations Unies, de l'ensemble des personnes qui commencent à être sur place, c'est des craintes que l'aide arrive trop tard ou pas suffisamment vite et que des mouvements sociaux se mettent en place avec des scènes de panique, éventuellement des scènes de pillage. Des pillages qui se sont intensifiés ces derniers jours dans Port-au-Prince. L'aide internationale qui afflue pose désormais un casse-tête logistique. 5 jours après le séisme, l'aéroport est toujours engorgé et les routes impraticables. Oui, effectivement, la Croix-Rouge internationale rapporte des scènes de pillage alors qu'une trentaine d'Américains ont été blessés aujourd'hui alors qu'ils distribuaient de l'aide alimentaire à Port-au-Prince, a rapporté tout à l'heure la chaîne CNN. La reconstruction d'Haïti sera lancée lors d'une première réunion préparatoire à la grande conférence mondiale. Cette première réunion se tiendra le 25 janvier à Montréal. Notez encore qu'un séisme de magnitude 6 a secoué aujourd'hui la côte pacifique du Guatemala. Des scènes de panique ont été rapportées, mais il n'y aurait pas de victimes. La guerre au centre de Kaboul aujourd'hui. Les talibans ont mené une série d'attaques dans la capitale afghane, transformée 4 heures durant en champ de bataille, avec des explosions, des tirs nourris, des bâtiments en feu, plusieurs morts, des dizaines de blessés et 5 victimes parmi les kamikazes. Alors que le Sénat engage le débat sur la réforme territoriale, sur un nouveau volet en tous les cas de cette réforme d'envergure, le Parti socialiste sonne la mobilisation générale. Des milliers d'amendements sont annoncés, notamment contre l'instauration d'un conseiller territorial unique à la place des conseillers généraux et régionaux actuels. Laurent Fabius mène la bataille et il dénonce une triple régression démocratique, financière et territoriale avec, selon lui, le recul de la décentralisation. Je crois qu'il y a 2 objectifs de la part du gouvernement. D'une part, le gouvernement n'admet pas les contre-pouvoirs. Or, les collectivités, c'est quand même un pouvoir important. Et surtout que beaucoup d'entre elles sont de gauche. Donc, il veut réduire les pouvoirs des collectivités, c'est le premier objectif. Et deuxièmement, il veut faire les poches des collectivités et des citoyens. Le gouvernement n'a plus d'argent, il est en quasi-faillite. Du coup, il se retourne vers les collectivités en disant « on va réduire au financement et c'est vous qui allez payer ». Mais finalement, ça risque de se retourner contre les ménages et c'est ça que nous n'acceptons pas. Laurent Fabius avec Fabrice Cunet. Nous ouvrirons à nouveau ce débat demain dans le 18h. Le Parti communiste dénonce une pantalonnade quand des voix de la majorité se félicitent de voir Renault rappeler à une certaine éthique la garantie apportée ce week-end par Carlos Ghosn qu'une partie de la production de la future Clio restera à flin est diversement commentée par les premiers concernés, les ouvriers. Reportage ce matin dans les Yvelines de Flora Sauvage. 13h, l'heure de la relève à l'usine Renault de Flins. La délocalisation partielle de la production de la Clio nouveau modèle en Turquie suscite des sentiments mitigés.
C'est un peu embêtant de voir Renault qui va ailleurs alors qu'à l'origine c'est Made in France, quoi. C'est tout simplement ça. Malheureusement, maintenant, il faut faire avec. Moi, je suis qu'intérimaire. Moi, j'ai des contrats. Les titulaires, c'est encore pire pour eux. C'est du jour au lendemain. Est-ce qu'ils vont rester là? Est-ce qu'ils vont aller ailleurs? Voilà, quoi. La délocalisation, c'est un peu embêtant pour ce qui se passe ici, quoi. Finalement, la future Clio sera produite en partie dans cette usine et en partie en Turquie. L'objectif, baisser les coûts de production. Les syndicats sont amers. On a eu le droit à tout un tas d'effets d'annonce pour 2012, mais ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, il y a des emplois supprimés. Il y en a eu l'année dernière, alors que l'État a arrosé en milliards Renault. Et là, au mois de mars, il y a 43 salariés du site qui vont être licenciés. Aujourd'hui, Renault veut faire de Flins son usine phare en matière de véhicules électriques. La production du modèle Zoé devrait débuter en 2012. Si on espère que Flins va tenir avec le véhicule électrique, moi je pense pas. Je pense pas. Donc le fait que la Clio 4 va se maintenir à Flins, ça fait plaisir. L'avenir de l'usine Renault de Flins réside dans la réussite ou non du véhicule électrique. Et pour l'instant, les perspectives de réussite sont plutôt floues. Dominique Strauss-Kahn est devenu au mois de janvier la personnalité politique préférée des Français selon le baromètre Ipsos Le Point. Il détrône Ramayad et il gagne 2 places. Il se retrouve donc à la première. Il était jusque-là à la 3e. À suivre dans le 18h, l'augmentation du nombre de suicides dans les prisons françaises. 115 l'an dernier, selon le chiffre communiqué il y a quelques instants par la ministre de la Justice, Florence Aubenas, présidente de l'Observatoire national et international des prisons, et Véronique Vasseur, ancien médecin-chef de la santé, seront avec nous. Autre sujet, la fin de l'âge d'or du TGV. La crainte d'une réduction de certaines dessertes entre villes de province fait bondir les élus, notamment notre invitée, Fabienne Keller, sénatrice UMP du Bas-Rhin. La SNCF dément cet après-midi avoir concocté un plan précis de suppression de certaines lignes TGV après les informations ce matin des Échos faisant état pourtant d'une forte baisse de la rentabilité des trains à grande vitesse et d'un plan donc d'envergure concocté par la compagnie nationale. Mais la SNCF devrait bien apporter des modifications dans certaines dessertes comme elle l'a déjà fait d'ailleurs dans le passé. Le TGV Paris-Arras serait dans le collimateur, une ligne pourtant très utile pour venir travailler tous les matins à Paris. Bérangère Dinglat. Habitants à Arras et travaillant à Paris, ils sont plusieurs centaines par jour à prendre le train comme on prend le métro. En cas de suppression de plusieurs dessertes par jour, comme l'annoncent les Échos, pour ces nombreux abonnés, ce trajet quotidien de 50 minutes risque de devenir compliqué. Bien, il ne faudra pas se louper, c'est-à-dire qu'il y aura sans doute un train le matin, un train l'après-midi ou en début de soirée. Et pour les usagers, ce sera à prendre ou à laisser. Ce n'est plus le problème de la SNCF. L'entreprise ferroviaire a fait ses calculs. Elle se rend compte que ces liaisons ne sont plus rentables pour elle. Comme elle l'a fait dans le passé sur des lignes normales, elle supprime les trains. Et c'est vrai que ce sera après à l'usager de se débrouiller autrement. À l'heure où l'on parle de développement durable, ces annonces risquent d'obliger de nombreux usagers à abandonner le train pour prendre leur voiture. Pour les syndicats, c'est au gouvernement d'intervenir directement sur le sujet. Aujourd'hui, on pourrait assister effectivement à la fermeture de quelques gares dans le nord de la France, mais demain on touchera l'Est, et puis pour les mêmes principes, on touchera le centre de la France. Et je rappelle que le service public, c'est le service qu'on donne aux citoyens, quel que soit l'endroit où il habite. Est-ce que ça voudrait dire que le TGV n'est plus un véritable service public ? Car avec le réseau tissé aujourd'hui par le TGV, lorsqu'on évoque le Paris-Arras, c'est tout le réseau TGV Nord qui est concerné. Valenciennes, Béthune ou même Dunkerque seront aussi beaucoup moins desservis. Fabienne Keller, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice UMP du Bas-Rhin, je le disais, ancien maire de Strasbourg. Ces informations des Échos ce matin et ces projets qui sont attribués à la SNCF ont créé chez vous une réaction de colère. Oui, c'est tout simplement inacceptable. Nous venons juste d'inaugurer l'investissement de la ligne rapide entre Paris et Strasbourg, de belles dessertes, des accès aussi vers l'Allemagne. Et là, les liaisons entre deux grandes villes de province, de Strasbourg à Nantes, de Strasbourg à Lille ou à Bordeaux, seraient abandonnées ou en tout cas fortement réduites. C'est tout simplement inacceptable. Votre reportage le dit très bien. Il s'agit de capter plus de clients qui aujourd'hui se servent de la voiture et justement de leur faire aimer et utiliser le train. Mais est-ce que la SNCF ne doit pas tenir compte quand même du recul du nombre de voyageurs? C'est ce qu'elle constate aujourd'hui sur ces lignes. Oui, mais les billets TGV sont chers. Nous le savons tous. Et le sujet, c'est bien d'avoir des tarifs à la fois plus bas et plus transparents.
Aujourd'hui, suivant le jour où vous achetez votre billet, le prix change. Il n'y a aucune prévisibilité. Et pour les personnes qui font régulièrement les parcours, c'est inacceptable. Les étudiants, les gens qui travaillent sur deux villes, qui ont besoin de se servir d'un train en fin de semaine ou régulièrement, ont besoin d'un prix raisonnable et fiable. Donc je crois que la SNCF peut travailler à conquérir des clients. Il y a de la marge de progrès. Maintenant que le gros est payé, l'investissement, il a coûté des milliards d'euros entre Paris et Strasbourg. Alors, on entend la SNCF dire quand même c'est la faute à la crise. C'est vrai aussi pour le transport aérien. Air France a réduit son nombre de rotations, par exemple, entre villes françaises. Vous dites c'est la faute à la SNCF. Je pense qu'il faut qu'elle travaille sur les offres qu'elle fait à ses voyageurs. C'est vrai que la crise a changé les comportements, mais le train doit être une offre accessible, facile, et elle doit clairement continuer à chercher à conquérir la place que la voiture occupe aujourd'hui. Est-ce qu'elle ne mène pas déjà une politique commerciale offensive? On entend de la publicité, même en ce moment à la radio, pour toutes les offres Prums et autres tarifs réduits. La pub, c'est bien. Oui. La réalité de tarifs accessibles et fiable et prévisible, c'est autre chose. Il y a énormément de progrès à faire là-dessus, et j'espère que la SNCF va faire bouger fortement sa stratégie sur ce sujet. Est-ce que vous avez des garanties, vous, à faire valoir? Vous représentez effectivement les collectivités locales. Vous avez beaucoup investi, la région Alsace notamment. Est-ce que vous avez des garanties à faire valoir? Est-ce que la SNCF vous avez promis un certain trafic? Il y a des exigences. La région Alsace, très fortement, comme la Lorraine et la Champagne, avec les grandes villes, ont payé cette ligne. Donc elles ont le droit, avec tous les habitants de ces régions, d'exiger que maintenant cette ligne soit utilisée. C'est en fait absurde de mettre moins de trains sur Paris-Strasbourg comme sur Paris-Bordeaux, et c'est la combinaison des deux qui permet d'assurer Strasbourg-Bordeaux. Plus on met de trains, plus l'utilité collective ou sociale est grande. Maintenant, il faut trouver des techniques de refacturation, c'est un peu techno, entre Réseau Ferré de France et la SNCF, pour que cela ne décourage pas la SNCF de mettre toujours plus de trains et une offre améliorée. Alors, et sans être trop techno, autre question, Fabienne Keller, est-ce que vous dirigez également votre colère contre l'État qui vient d'augmenter les péages pour emprunter le réseau ferré et qui pénalise aujourd'hui financièrement la SNCF? Alors les péages sont effectivement régulés, ils sont réglementés par une directive européenne. Ils sont augmentés pour gérer la dette historique de la SNCF qui est logée aujourd'hui chez Réseau Ferré de France. Peut-être que ces règles assez rigides doivent être aujourd'hui adaptées, justement, compte tenu de cette crise qui a changé les comportements. C'est aussi l'occasion de changer de comportement écolo et de basculer vers le train. Donc, le train doit être plus attractif. Car vous ne niez pas que ces péages qui ont augmenté sur décision de l'État pèsent également financièrement sur la rentabilité des TGV en France. C'est vrai, mais ces péages ne tiennent pas compte du fait que des habitants, des concitoyens, ont payé ces lignes et donc ont le droit aussi d'avoir le retour correspondant à cet investissement de départ. Donc je souhaite qu'effectivement il soit adapté, mais je ne veux pas m'immiscer dans une négociation. Je ne doute pas que ce soit l'un des enjeux de ces annonces ou de ces fuites de ce matin, mais je crois que chacun doit faire au mieux. Je pense que c'est un élément dans la négociation. Je pense que chacun doit améliorer le service qu'il rend aux usagers, mais l'intérêt général, c'est clairement que le train se développe. Donc c'est sûrement pas de réduire l'offre entre des grandes villes de province qui, au contraire, se développaient de manière... Alors, si vous voulez, la fréquentation est assez limitée, mais elle progresse régulièrement. C'est une dynamique vertueuse qu'il faut, au contraire, alimenter et encourager. Et c'est cela ma colère d'aujourd'hui et ma demande à l'égard de tous les acteurs institutionnels qui ont la charge de développer la desserte ferroviaire en France. Alors cette colère, vous la partagez bien sûr avec les autres élus de la région Alsace, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, toutes couleurs politiques confondues. Là, il y a un consensus qui est en train de s'organiser en Alsace. Absolument. Nous souhaitons tous que cette ligne qui nous a désenclavés il y a 2 ans, il était grand temps, soit bien exploitée et optimisée, et qu'elle desserve bien sûr Paris, mais aussi toute la France. Permettez-moi d'ajouter que ces dessertes de province à province gèrent aussi la difficulté, la congestion de Paris, en proposant des dessertes de Marne-la-Vallée, de Roissy, de Massy-Palaiseau, demain de la Défense ou du Carrefour Pleyel qui sera au nord de Paris. C'est ce schéma des gares TGV de la région parisienne, du Grand Paris, qui est alimenté par ces liaisons de province à province. Donc c'est tout cet équilibre des territoires, à la fois francilien et de province, qui serait remise en cause par une telle orientation. Vous avez demandé à rencontrer Guillaume Pépy, le président de la SNCF. Je lui ai déjà parlé 2 fois, c'était assez chaud. Ah oui, dès 9 h ce matin. Racontez-nous. Écoutez, c'était chaud.
Il m'a dit que rien n'était décidé, j'y compte bien, mais que bien sûr les choses étaient à l'étude. Je crois qu'il faut plus que jamais, nous les élus, affirmer notre volonté d'améliorer la desserte. Et comme vous le soulignez, avec tous les élus d'Alsace, avec Philippe Richert, sénateur, avec André Reichart, le président de la région, nous sommes tous très mobilisés. Et les élus de gauche. Et les élus de gauche, le maire de Strasbourg, Roland Ries, le président de la communauté urbaine, l'ensemble des élus sont très mobilisés pour que cette desserte que nous avons attendue pendant des décennies, qui nous est offerte aujourd'hui, ne régresse pas. Et je dois dire qu'on en a un peu assez que ce soit l'Est qui soit pénalisé quand il faut faire des économies. Bon, vous n'êtes pas totalement rassuré parce que vous a dit Guillaume Pépy ce matin. Hein. Non. Ma détermination et celle des élus locaux restent fortes. Bien. Vous aviez la volonté, je me souviens, il y a quelques mois, de transformer les gares en lieux de vie, Fabienne Keller. Absolument. Vous avez publié un rapport sur ce sujet. Vous vouliez des commerces, des équipements collectifs, des crèches, je ne sais quoi dans les gares. C'est un projet qui va tomber à l'eau si le train cesse d'être attractif. Les gares également. Bien sûr, c'est pour cela qu'il faut que nous rentrions, que nous restions dans cette dynamique vertueuse qui est celle du Grenelle de l'environnement. 4 nouvelles lignes de TGV, enfin tout ça est absurde. C'est au moment où les Français investissent alors que l'argent se fait rare qu'on réduirait l'utilisation de ces investissements. On marche sur la tête, je crois que c'est clairement pas le bon choix et je crois qu'il est important de le dire dès aujourd'hui. Allez, on a bien entendu votre colère, on a compris également votre détermination, un dossier à suivre et pas seulement pour la région Alsace, hein, Fabienne Keller. Française, bien sûr. Merci. Dernière page du 18h à suivre, 115 suicides en prison l'an dernier, en hausse. La ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, qualifie ce chiffre aujourd'hui de dramatique. Dans quelques secondes, les invités du 18h, Florence Aubenas, donc présidente de l'Observatoire international des prisons, et Véronique Vasseur, ancien médecin-chef de la santé à Paris, avant de recueillir leurs commentaires sur ces dernières statistiques dramatiques du ministère de la Justice. Je vous propose de regarder ce reportage de Pierre Bonde-Joseph sur la très mauvaise réputation des prisons françaises. Mais c'est infernal. Le monde de la prison, c'est une chose qui est infernale. Pendant 23 ans, Saïd André Rémy a connu la prison, de l'intérieur, des conditions d'enfermement difficiles et le suicide qui rôde partout, une histoire qu'il a consignée dans un livre. Moi-même, j'ai pensé, si j'avais pas mes enfants, je me serais tué au moins 10 fois, quoi. Il y a une violence réelle, franchement réelle, qui est puissante, qui est rapide, entre détenus. Formation des surveillants, accès au téléphone dans les quartiers d'isolement, couverture indéchirable pour éviter les pendaisons. Pour ce visiteur de prison, les mesures prises par l'administration pénitentiaire sont loin de régler le problème et peuvent tout juste le contenir. L'administration n'a pas les moyens suffisants pour s'intéresser de près et prévenir le suicide des personnes qui sont incarcérées. Il n'y a pas suffisamment d'espace pour les activités, il n'y a pas suffisamment de personnel pour générer ces activités. Voilà, donc il y a trop de monde. Je passe mon temps dans une pièce de 3,50 m sur 2 mètres. Une fois par semaine, Michel se rend à Fresnes. Il garde soigneusement les correspondances qu'il entretient avec les prisonniers, comme autant de témoignages utiles. Avec d'autres associations, il va se lancer dans l'évaluation de la loi sur les peines planchées et de son utilité réelle, à ses yeux seul responsable de l'engorgement des prisons. Avec nous donc Florence Aubenas et Véronique Vasseur. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Merci d'être avec nous. D'abord un commentaire sur cette volonté de transparence affichée par Michèle Alliot-Marie. Florence Aubenas, c'est une bonne chose. Elle a dit les suicides, ce ne sont pas des secrets d'État. Eh bien, puisse-t-elle dire vrai? Donc, c'est vrai que la transparence en prison, ça fait partie de tout un processus à changer, un changement de fond en comble de la prison. Simplement, c'est vrai que ça reste, pour l'instant, un vœu pieux. Alors, oui, alors Elle a donné un chiffre aujourd'hui. Elle a donné un chiffre, oui, mais on en donne un tous les ans. Donc, Oui, mais celui-ci, elle est en haut. Elle vient de prendre des mesures, en principe, pour prévenir le suicide. C'est vrai. Mais c'est pas par goût macabre de faire des décomptes ou de ne pas en faire. Mais simplement, il y a un chiffre dont on ne parle jamais, qui est le chiffre des morts par ingestion médicamenteuse en prison. Vous savez que les détenus sont très souvent soumis à des traitements pour des troubles psychiatriques, voilà, de cet ordre-là. Et un certain nombre meurent de la prise de ces médicaments. Et ils ne sont pas comptabilisés ni en suicide, c'est morts autres. Ce n'est ni des homicides, ni des morts naturelles, ni des suicides. Et on demande de savoir ce chiffre réel
est-ce que c'est des suicides ou pas? On le demande, je vous dis, non pas par un goût morbide, mais parce que pour s'attaquer aux causes, il faut évidemment avoir la photographie la plus exacte possible. Véronique Vasseur, on rappelle quand la France affiche les pires chiffres de l'Europe aujourd'hui, et si on prenait compte effectivement, si on prenait en compte ces morts par surdose médicamenteuse, on aurait des chiffres encore plus dramatiques. Vous pouvez témoigner de... En 2008, c'est 85 décès par overdose de médicaments. On ne sait pas combien il y a de suicides dedans, mais au moins 70%, si ce n'est pas plus. Ouais. Et on ne parle pas non plus de toutes les tentatives de suicide qui sont sauvées par la vigilance et du personnel médical et du personnel de surveillance. Oui. Donc c'est une grande désespérance. Et moi, je voudrais dire que faut arrêter d'empêcher les gens de mourir. Il faut surtout arrêter qu'ils aient envie de mourir. Et pour qu'ils aient pas envie de mourir, il faut s'occuper d'eux mieux qu'on ne le fait actuellement. C'est pas de mettre des pyjamas en papier, des draps en papier, on a déjà essayé. C'est le kit de protection qu'a Non, mais ça existait il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans, c'était déjà. Et il y a déjà eu des suicides avec des pyjamas en papier. Que les co-détenus, c'est une responsabilité abominable qu'ils soient là à surveiller. Et la personne se suicide, c'est très souvent dans des cellules à plusieurs où elle attend qu'il soit à la douche ou qu'il soit parti au parloir voir l'avocat, etc. Quand on est déterminé, on y arrive. Alors évoquons ces raisons, Florence Aubenas, qui poussent les prisonniers français à se suicider plus que les autres. Oui, et c'est là, je crois qu'on atteint vraiment le cœur du problème. C'est-à-dire qu'on est là en face des conditions carcérales. Et alors, ce qui est passionnant à voir, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on se suicide autant dans des établissements vétustes et surpeuplés que dans des nouvelles prisons. On se suicide autant. Les chiffres vont de 85 ans à 25 ans. Parce que partout, c'est la même surpopulation carcérale. C'est une surpopulation et c'est aussi le fait d'être seul. C'est-à-dire qu'il y a des raisons et des causes multiples. Et je crois qu'il y a là un problème qui est fondamental, qui est celui de que représente la prison française. Tant qu'on pensera qu'en prison, le but est de faire baver les gens qui y sont et de les faire sortir plus démolis qu'ils ne sont rentrés, je crois que là, on n'aura pas Qui peut assumer une telle volonté ? Personne ne l'assume, si vous voulez, mais c'était très frappant. Ce qui était très frappant. Est-ce qu'il peut y avoir une volonté pareille? Est-ce que les autorités sont débordées par l'afflux de prisonniers? Je crois qu'il y a là une culture carcérale française, qui est celle qui est la culture du cachot, et qui est de mettre des gens comme ça dans des prisons, qui restent... Vous savez, à Lyon, on a fait toute une série d'actions en justice. Certains détenus sont dans des cellules de 4,50 m. Et dans un chenil, pour un chien, c'est 5 mètres. Donc il y reste 23 heures sur 24, parfois 1 mois et demi, en sortant 1 heure par jour. Si vous voulez, tout ce phénomène-là, c'est pas simplement parce que la cellule est petite, c'est prendre les gens pour simplement des corps emprisonnés et ne pas prendre en compte la dimension humaine des choses. On vous parle droit de l'homme, on vous parle dignité des gens et on vous répond pyjama en papier. Je crois qu'il y a là une refonte totale et une révolution culturelle à faire dans les prisons. C'est une révolution qui ne peut pas passer à vous écouter par des mesures d'urgence, mais alors il faudra du temps pour construire les prisons. L'un n'empêche pas l'autre. Ah bon? Des mesures d'urgence, pourquoi pas? Oui, et comment on fait par ailleurs pour résorber ce trop-plein de prisonniers dans des lieux trop exigus? Oui, il y a ce trop-plein qui est une des choses, mais il y a également les conditions de détention plus généralement. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut se suicider, imaginons, il y a tout un problème de lien avec la famille. Pourquoi ne pas dire, voilà, des personnes fragiles ont droit à davantage de parloirs, peuvent avoir des coups de fil supplémentaires, peuvent avoir davantage de liens avec l'extérieur. Il y a des choses qui ont été aménagées justement pour un accès plus facile des familles, je crois. Hein. Bien sûr, mais il faut que ce soit vraiment poursuivi. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit non pas des mesures exceptionnelles, mais que ça devienne quelque chose de tout à fait normal. Pourquoi emprisonner les gens? Pourquoi les couper de leur famille? Quel est l'intérêt? Pour qui? Pour la société? Non. Parce que les gens, ils sortent au bout d'un moment. Pourquoi faire sortir des gens tout à fait désociabilisés? Au contraire. Je crois que Florence a dit ce qu'il fallait dire. Je veux dire que la France s'est épinglée régulièrement par l'Europe. On est très 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 mauvais. Il y a un rapport retentissant du Sénat d'ailleurs qui a dénoncé le scandale des prisons françaises. Oui, mais il y a eu des commissions d'enquête après mon bouquin, etc. Rien n'a changé. Il y a une loi pénitentiaire pitoyable. Bon, moi je suis en colère parce qu'en fait on en parle énormément. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Mais à l'intérieur, moi je vois beaucoup de sortants de prison à l'hôpital. À l'intérieur, ça n'a pas bougé du tout.
Ça ne s'améliore pas. Parce que cette culture... et les suicides, si vous voulez, les suicides ne sont que le bout de la chaîne qui est désespérant, mais c'est la partie visible, c'est la désespérance. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui veut se tuer, on peut mettre un surveillant derrière lui 24 heures sur 24, il arrivera de toute façon. Mais quelqu'un qui est condamné, par exemple, à une longue peine, est-ce qu'on peut le sortir de sa désespérance? Mais ce n'est pas forcément des gens qui ont des longues peines qui se suicident. C'est souvent des gens qui sont en attente de jugement, d'ailleurs. Qui sont en attente, ou qui ont une très mauvaise nouvelle de l'extérieur, ou des jeunes. Je veux dire que les causes sont ou un sentiment de culpabilité très fort. Il y a plein de motifs. Mais si ils avaient des conditions de vie à l'intérieur, avec un boulot, avec des choses à faire, avec une responsabilisation et une humanisation et un respect... Est-ce que ça passe aussi par une meilleure formation des surveillants? Non, je crois que ça passe par une volonté. On peut faire, ce que disait Florence, on peut faire plein de trucs en faisant sans que ça coûte des sous. Ah oui. Bien sûr. Bien sûr. Alors, dites alors. Mais qu'ils aient le droit. Mais qu'ils aient le droit plus de parloirs, plus de téléphones, c'est pas des mesures dispendieuses. Je vois qu'on leur autorise plus facilement à écouter la radio maintenant. Non mais voyez où on en était. Voyez où on en était. Enfin, c'est quand on dit maintenant les détenus vont avoir droit à une radio. Imaginez 2010, c'est-à-dire qu'on entend en creux que les détenus n'avaient pas droit à une radio. Est-ce que vous imaginez? Et après, on dit, voilà, on va faire une peine et la prison va vous aider à vous reconstruire. Mais à reconstruire de quoi? Vous êtes coupé de votre famille, vous n'avez même pas droit à une radio et vous allez sortir comme une bête. Vous parlez de la culture du cachot. Vous incriminez les responsables politiques qui se sont succédés. Hein. Bien sûr. Est-ce que c'est le fait aussi de l'opinion publique française, cette culture du cachot? Est-ce qu'elle est attachée finalement à cette sanction que représente la prison? Je crois que malheureusement, les politiques et l'opinion publique font là un attelage qui fonctionne malheureusement trop bien. C'est-à-dire, c'est vrai que pour la plupart des gens, il ne suffit pas d'emprisonner... Vous prêchez un peu dans le désert, mesdames? Non, moi, vous me découragerez pas comme ça. Ça, je vous le dis tout net. C'est pas ma volonté. Non. Mais de toute façon, vous n'y arriverez pas. Oui. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a un discours courageux des hommes et des femmes politiques à tenir aujourd'hui. Discours qui est de dire, la prison doit reconstruire, elle ne doit pas détruire. Et ces peines qui reconstruisent, elles sont bonnes pour tout le monde, elles sont bonnes pour les victimes et pour la société. Je crois que si on avait écouté l'opinion publique, on n'aurait pas supprimé la peine de mort. Hein. Donc je crois qu'il faut aller au-delà, c'est tout. Ça ne marche pas. Donc, merci à toutes les deux. Florence Aubenas, je vous pose une dernière question, non pas en tant que présidente de l'OIP, mais en tant qu'ancienne journaliste otage en Irak. Il y a une polémique qui se développe. Hein, oui, j'ai entendu. Quelques jours, vous l'avez vu après, notamment la déclaration de Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée, pour qui le scoop ne doit pas être recherché à tout prix. Bien sûr, il évoquait le sort des deux confrères, vivants heureusement toujours, et qui ont été enlevés par les talibans. Comment est-ce que vous réagissez à cette polémique? Je suis très surprise parce que jusqu'à présent, il avait été recommandé à toute la profession d'être très discret sur ce dossier, de ne même pas donner le nom des journalistes enlevés, de ne pas évoquer les choses. Et tout le monde s'y est tenu parce que bien évidemment, quand la vie de deux otages sont en jeu, la vie est en jeu, bien évidemment, on ne s'amuse pas à justement rechercher des scoops. Je suis très étonnée que cette discrétion soit rompue par ceux qui la demandent, par le gouvernement lui-même, et profite que deux personnes soient en détention pour instruire un procès contre eux, procès que je trouve tout à fait malvenu en ce moment. Il y a là deux personnes dans une situation extrêmement dramatique, et aller dire qu'ils ont poursuivi le scoop à tout prix, on n'en sait rien. Attendons qu'ils sortent, et je crois qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté pour les faire sortir de là, et ce n'est pas en faisant des déclarations à l'emporte-pièce qu'on y arrivera. Et je trouve ça vraiment très blessant, et pour eux, et pour les familles, et j'espère très profondément, quand on est otage comme ça, on est très à l'affût de ce qu'on entend, et vos ravisseurs vous font parfois écouter la télé, etc. J'espère vraiment qu'on ne leur fera pas entendre ça parce que c'est pour eux un motif de désespoir terrible. Ils pourraient culpabiliser en plus, d'autant que Claude Guéant a parlé du coût estimé de leur recherche jusqu'à présent. Il a dit 1 million d'euros. Alors là, je trouve que ça atteint quelque chose je trouve que on est dans des calculs qui sont sinistres. On est là en train de parler de la liberté d'informer. On est là, tout le monde dit il faut pour que l'Afghanistan se reconstruise, il faut mettre le paquet, etc. Des journalistes ont le courage d'y aller et on vient leur dire l'addition est lourde. On leur dit attention, c'est dangereux. Même quand on leur dit l'addition, elle est d'abord lourde pour eux. Même quand on leur dit n'y allez pas, c'est dangereux. Hein. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce dossier en particulier, mais personnellement, je pense qu'aller dans des zones dangereuses fait intégralement partie de notre métier. Nous avons à l'assumer et on ne peut pas demander
à des peuples qui sont dans des situations dramatiques. Écoutez les gars, vous vous entretuez et on reviendra pour interroger les victimes. Non, je pense qu'il faut être là même quand c'est dangereux. Ça fait partie de notre travail, nous l'assumons, nous en sommes les premières victimes et il ne s'agit pas de maintenant de les stigmatiser. Exactement. Merci Florence Aubenas, merci Madame Vasseur, merci à tous. C'est la fin de cette édition. Maintenant, je vous propose de suivre sur Public Sénat le documentaire du lundi. Il est signé David André. Qui a peur des jeux vidéo? Il sera bien sûr question de l'accoutumance des jeux vidéo auprès des plus jeunes d'entre nous. Le lundi, des documentaires vous emmènent sur le terrain pour découvrir les problématiques qui agitent la France et le monde d'aujourd'hui. Des enquêtes, des reportages, des images, des témoignages et beaucoup d'inédits. Les lundis docu, c'est